Alors bonjour à toutes et à tous. D'abord merci d'être venu ce matin, d'avoir écourté votre petit déjeuner ou reporté votre apéro. Les deux précédents débats sur l'économie sociale et solidaire, et pas l'économique, parce que ça c'est un abo qui a dû écrire ça, sur l'économie sociale et solidaire, on fait le plein, on peut dire, hein. Hier matin et avant-hier soir. On est une assistance un peu plus clairsemée aujourd'hui, mais je pense que la qualité sera au rendez-vous. Une deuxième petite remarque préliminaire. En tant qu'organisateur de ces débats, on vous doit sans doute une espèce de forme d'excuse, puisque sur la totalité des trois débats, à part Cécile Cukierman hier et Sophie Valli aujourd'hui, c'est quand même les hommes qui ont trusté les sièges sur cette tribune. Ça n'est pas très glorieux et ça nous laisse en tout cas une marge de progression pour les années prochaines. Voilà. Et l'excellence des deux intéressés EES ne compense quand même pas cette petite faiblesse. Voilà. Alors ESS et territoire, c'est un duo parfois improbable et en tout cas toujours difficile. D'abord parce que, pour une très large part, l'économie sociale et solidaire est née de différentes formes, mais qui ne sont pas parties de la puissance publique et des institutions des collectivités locales. Qu'il s'agisse des origines dans le mouvement ouvrier, les caisses de secours, les mutuelles, etc., qu'il s'agisse avec les régies de quartier de mouvements plus portés par les travailleurs sociaux qui voulaient trouver un débouché économique au travail éducatif qu'ils faisaient avec un certain nombre de jeunes ou un certain nombre d'habitants des quartiers populaires. On ne peut pas dire que l'économie sociale et solidaire est un produit qui a été suscité et proposé par l'État ni par les collectivités. Mais pour autant, ça a été, et c'est dans de nombreux cas, un relais important de l'action économique et de l'action sociale des collectivités, et même dans un certain nombre de cas, du développement qu'un certain nombre de structures locales, des agglomérations, des territoires, ont décidé d'engager, à la fois dans des terres urbaines. On pense évidemment aux régies de quartier, on pense à un certain nombre de coopératives, mais y compris dans le milieu rural, à partir des plans territoriaux de coopération économique qui valent très bien pour le marron et la châtaigne dans l'Ardèche ou pour l'organisation de la commercialisation des cerises entre la Drôme et le Vaucluse. Voilà. Donc on a un certain nombre d'exemples qui sont suffisamment importants pour que, d'une part, des collectivités soient regroupées au sein du réseau des territoires pour l'économie sociale. Et mardi, aux Archives nationales, pas très loin d'ici, se tient un colloque du RTES et de la politique de la ville sur ESS et politique de la ville. Donc on voit bien que la question territoriale a quelque chose à voir là-dedans. Et en même temps, notamment après la loi Hamon, le rôle des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, d'une part, a été enfin reconnu, voire affirmé, et sous réserve que les moyens nécessaires lui soient donnés, on peut espérer que les CRES auront un véritable rôle aujourd'hui dans le développement de l'ESS et plus largement dans le développement d'alternatives économiques ancrées dans les territoires et en capacité de résister face au capitalisme mondialisé, pour le dire un peu rapidement. Voilà. Donc ce propos préliminaire étant dit, je voudrais présenter brièvement les trois intervenantes de ce matin, mais on prendra le temps de discuter, d'échanger avec la salle, parce qu'il n'y a pas que les interventions à la tribune, on a un dialogue à avoir, y compris il peut y avoir dans la salle des expériences tout à fait intéressantes. J'aperçois mes camarades de 1336 là-bas, c'est une autre expérience de lien entre ESS et territoire. Voilà. Donc, à votre droite, ce qui n'est pas du tout une caricature politique, en mauve, François Longérinas, qui a quelques responsabilités dans les coopératives, notamment à l'Union régionale
des SCOP d'Île-de-France et qui est ici parce que c'est un des administrateurs de la toute jeune régie de quartier de Saint-Denis. Au milieu, je viens d'en parler un peu, le grand dirigeant de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire d'Île-de-France, Éric Forti, issu de l'éducation populaire. Voilà. Ce sera notre premier intervenant. Et juste à ma gauche, et donc ça n'est que justice, ça, Sophie Valli, maire adjointe à Aubervilliers, conseillère territoriale de pleine commune, voilà, qui est là donc en tant qu'élu local. Je préciserai pour les personnes qui n'ont pas le déshonneur de me connaître que je suis maire adjoint à Saint-Denis, je suis conseiller territorial à pleine commune, délégué à l'économie sociale et solidaire, et j'ai par ailleurs quelques responsabilités de direction dans ce secteur. Voilà. Je passe tout de suite la parole à Éric Forti. Bonjour, merci de cette introduction Patrick. Effectivement, les dés sont jetés. L'ESS, on a coutume de le dire depuis son histoire et son développement, est une triangularisation entre les pouvoirs publics, les règles du marché, puisque dans l'économie sociale et solidaire, ça ne vous aura pas échappé, il y a économie, donc il y a une logique d'exploitation, de développement, mais également des rapports à construire avec les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics et particulièrement les pouvoirs publics locaux, parce que l'ESS, comme le rappelait Patrick, est d'abord une initiative de citoyens qui se rassemblent, qui coopèrent, qui s'associent pour atteindre des objectifs partagés et développer tout un tas de pratiques qui permettent de créer des réponses, sociales ou non d'ailleurs, qu'ils ont jugées nécessaires pour les habitants du territoire où ils habitent. Donc ce triangle, particulièrement important à conserver, surtout en ce moment. Je ne vous fais pas de dessin sur les difficultés que nous avons à maintenir des rapports avec les pouvoirs publics, puisqu'il est question de partenariat et de développement, et qu'en ce moment, la plupart des collectivités locales sont quand même ancrées et installées dans une logique de diminution des dépenses, de diminution des participations publiques, et souvent, les partenaires que sont les citoyens qui s'engagent collectivement font l'objet d'ajustements budgétaires qui rendent difficile la capacité à construire ces fameuses réponses sociales ou non d'ailleurs qu'ils ont jugées nécessaires sur leur territoire. Le deuxième élément qui nous impose, nous acteurs de l'ESS, à convoquer les pouvoirs publics sur cette scène du développement commun et partagé, c'est l'utilité sociale. C'est parfois même l'intérêt général. Que serait une société dont les pouvoirs publics ne se préoccuperaient pas de l'organisation de la société civile au nom de la démocratie qui vise à construire des réponses d'intérêt général et d'utilité sociale. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler de cette nécessité absolue de considérer le développement de l'économie sociale et solidaire comme un principe qui doit absolument se mettre en place, se développer dans un rapport ténu avec les acteurs publics et les dirigeants de ces acteurs publics que sont les politiques élus locaux. Alors pourquoi locaux? C'est clair, ça a été dit à plusieurs reprises déjà, c'est parce que l'ESS a la volonté de développer des écosystèmes territoriaux, que les réponses que nous construisons sont des réponses à des besoins d'habitants de territoire, et que quelle que soit la nature du territoire, urbain ou rural, il y a sûrement à trouver des solutions partenariales pour améliorer justement les rapports entre les habitants sur ce même territoire et encore une fois, s'assurer de la capacité à atteindre les objectifs que nous nous fixons, tout en respectant les principes du marché qui ne doivent pas être prépondérants sur nos modes de développement. Et c'est un vaste sujet sur lequel on reviendra sûrement dans les échanges. Alors je voudrais concrétiser un peu tout ça dans un rapport au territoire francilien, puisque comme l'a dit Patrick, moi je suis président de la CRES Île-de-France depuis quelques années. Et nous avons vocation à développer des rapports avec les collectivités territoriales, à développer des partenariats basés sur des logiques de conventionnement, où on fixe des objectifs, où on discute et on co-construit la façon dont on va essayer de les atteindre ensemble, collectivités locales, acteurs de la société civile rassemblés dans des coopératives, des mutuelles, des associations, toute forme de groupements collectifs qui visent à développer de l'activité ou de la réflexion d'ailleurs, puisque rien ne va l'un sans l'autre. Des exemples concrets que nous pouvons vivre en Île-de-France sont par exemple
historiquement, depuis quelques années, le développement de ce qu'on appelle des pôles territoriaux de coopération économique, des PTCE pour le jargon de ceux qui sont investis depuis quelques années dans le développement de l'ESS. Il s'agit de rassembler autour d'un même intérêt, d'une même volonté, des collectivités locales, des acteurs de l'ESS associatifs, non lucratifs ou pas, et même des entreprises marchandes qui visent à développer un entrepreneuriat d'utilité sociale. Ces principes de coopération territoriaux sont vraiment la base de ce qu'on a historiquement constaté dans le développement de l'ESS. Il s'agit de les remettre à l'œuvre. Et plus concrètement, dans une mesure très francilienne, et je dirais même très Seine-Saint-Denis et très Saint-Denis, s'annoncent quelque part, vous l'aurez constaté, des événements majeurs, comme les Jeux Olympiques par exemple, qui vont susciter des investissements publics et privés de plusieurs milliards. Il n'est pas question que ces principes qui s'annoncent, qui sont liés à des événements historiques, internationaux et nationaux, soient confisqués vis-à-vis des acteurs de ces territoires qui vont, avant, pendant et après, subir ou agir au nom de la réalisation d'un certain nombre d'événements, bien pour eux et bien pour tous les visiteurs qui vont participer à ces événements. Les Jeux Olympiques sont une opportunité, on le sait, pour une bonne partie des acteurs, publics ou privés. Il faut absolument qu'ils le soient aussi pour les habitants de ces territoires. On a quelques exemples malheureux dans les précédentes éditions. Je ne vais pas parler du Brésil, de la Grèce ou d'autres organisateurs qui vivent encore de grosses difficultés liées à des investissements uniquement privés, à des intérêts de grands groupes qui n'ont pas pris en compte l'absolue nécessité de préparer l'après-Jeux Olympiques, la gestion des infrastructures qui vont être mises en œuvre pour une bonne partie financées par les contribuables que nous sommes. Donc tout ça nous impose de développer avec les collectivités locales concernées, en l'occurrence pleine commune, les particulièrement, des rapports constructifs de préparation, d'animation, d'accueil des publics, de préparer tout l'avenir qui suivra l'investissement énorme qui va transformer, n'en doutons pas, les territoires en question, mais aussi le train de vie et l'organisation de vie quotidienne des habitants qui sont sur ces territoires. Voilà en gros l'absolue nécessité de construire des passerelles, des rapports, co-construire avec les collectivités locales des projets d'animation solidaires et sociaux des territoires en question. Bien, bonjour à toutes et tous. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner un petit peu des éléments sur la manière dont on travaille ces questions d'économie sociale et solidaire, on l'a dit, de rapprochement entre différents acteurs sur une ville que je connais bien puisque donc j'y suis maire adjointe, notamment à l'économie sociale et solidaire. On voit bien que l'enjeu aujourd'hui sur ces questions de développement local, de développement de l'économie locale, de l'activité et de l'emploi en local, il suppose de créer, vraiment d'être dans une posture de création d'alternatives. Et quand on dit création d'alternatives, ça veut dire qu'effectivement, ce sont des postures, des sujets qu'on aborde pour transformer la manière dont on développe de l'activité et de l'emploi sur nos territoires, sur des sujets en plus très quotidiens et concrets pour les gens. Alors les acteurs de l'économie sociale et solidaire ne sont pas nés d'hier, hein, ils existent depuis de nombreuses années. La dimension économique de ces acteurs, elle est, il me semble, à renforcer et à accompagner sur nos territoires parce qu'on sait très bien que c'est parfois ce qui pêche et ce qui fait dire à certains, bon, vous êtes des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est sympathique, continuez à faire votre petit projet de potager dans le quartier et puis laissez les structures, on va dire, d'économie dite lucrative, continuer de s'occuper du reste. Donc l'enjeu, il est là, c'est comment on aborde ces questions-là de manière complexe, pas dans le sens compliqué des choses, mais complexe parce que ça convoque différents éléments et différents acteurs du territoire. Ça convoque
les citoyens qui sont pour nous, on va dire, ce que Jacques Ralite appelait les experts du quotidien, que j'aime bien parce qu'ils ont une connaissance du territoire qui est fine, qui est actuelle, qui est très concrète. Ils aident aussi les collectivités, dont la ville d'Aubervilliers, à déterminer et à définir tout ce qui est besoins sociaux, besoin aussi de développement des dispositifs de formation, d'aide à l'emploi et autres. Donc pour nous, c'est vraiment le socle qui constitue un appui sur lequel les collectivités doivent vraiment s'appuyer de plus en plus. On l'a dit tout à l'heure, les budgets sont de plus en plus contraints, mais je pense que cette force des acteurs du territoire, c'est un peu la clé pour développer des projets qui sont porteurs et vecteurs du développement de nos territoires. À Aubervilliers, on a un taux de chômage important. Là, on n'est pas la seule ville, mais c'est quand même un sujet très, très, très important. On a aussi beaucoup de jeunes qui sont peu ou pas qualifiés ou peu formés. Et on a aussi des habitants qui revendiquent, et ils font bien de le faire, et ils ont raison, qui revendiquent le droit de vivre dans une ville qui est agréable, dans laquelle on développe de l'activité. Ils sont très enclins aussi à tous les sujets qui émergent aujourd'hui sur l'agriculture en ville, sur comment on réinterroge un peu les modèles. À Aubervilliers, on est une ville qui est en chantier depuis de nombreuses années. C'est pas prêt de se terminer, puisqu'en plus le métro prend encore du retard. Donc on est dans un environnement et un territoire qui concentre plusieurs sujets dont on s'est saisi à la mairie d'Aubervilliers, mais pas tout seul. Moi, j'ai travaillé dès 2014 avec une société qui travaille dans le bâtiment public et qui fait du parquet. Alors, ça a l'air tout bête, on fait du parquet en bois. La construction bois, elle est très développée, sauf que leur particularité, c'est qu'en plus de faire du parquet en bois, ils le font en redéveloppant les filières courtes d'approvisionnement et de transformation du bois. Donc moi, je les ai rencontrés. En plus, ils étaient avec Veolia qui a installé son siège à Aubervilliers, donc qui est un énorme bâtiment. Il y a 2000 salariés, c'est quelque chose de gigantesque. Et on s'est rencontrés, et puis ils avaient envie d'être vraiment concernés par le territoire sur lequel ils ont des marchés, très concrètement. Et ils sont venus voir en disant, voilà, nous, on aimerait bien vraiment que ce projet sur Veolia, on puisse voir ce qu'on peut faire avec les habitants d'Aubervilliers. Nous, on essaie de refaire une filière, mais on voudrait vraiment que ça profite aussi aux habitants. Et c'est vrai que les habitants nous disaient toujours, mais alors, il y a des bâtiments qui se construisent de partout, il y a très peu d'emplois pour nous, on n'y contribue pas et on trouve que c'est pas juste, tout simplement. Donc on a conçu un projet qui s'appelle Cultiver la forêt. On a travaillé donc avec les parqueteurs de France, on a travaillé avec la régie de quartier d'Aubervilliers, et on a travaillé aussi avec une personne qui a fait un peu fait prendre la mayonnaise de tout ça, qui s'appelle Isabelle de Polo. Et donc on a construit un plan de formation. Alors c'était très modeste, ça a concerné deux jeunes de la régie de quartier qui sont partis en formation pendant 6 mois. Non seulement ils ont appris la technique de la pose du parquet, mais ils ont aussi appris comment on construisait en bois il y a très très longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'une filière de culture et d'exploitation des forêts. Ils sont allés sur l'entreprise qui fait le parquet en Bourgogne. Et donc, c'est un projet qu'on a mené pendant presque 1 an. Alors, je ne vous dis pas que ça a été simple de convaincre aussi Veolia de se dire « Ok, j'achète le parquet de Bourgogne parce que, bien évidemment, c'est un peu plus cher. » Sauf que quand on travaille avec eux, quand on discute sur les externalités, ce qu'on appelle les coûts les coûts qui sont moindres à terme, mais qu'on ne voit pas tout de suite, ils ont marché avec nous. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait sans difficulté, sans discussion. Faut convaincre, on change un peu les modèles.
On n'utilise pas, entre guillemets, la structure d'insertion économique des grands groupes du bâtiment. On est allé, nous, à la régie de quartier pour trouver ces jeunes-là. Et ces deux jeunes, eh ben, ils ont posé plus de 2000 mètres carrés de parquet qui a été donc construit dans le local en Bourgogne. Et ces deux personnes-là, ben, elles ont après continué leur chemin sur ce secteur-là. Donc voilà, c'est un des projets, nous, qu'on a réussi à faire, qu'on continue de développer. L'idée pour nous, ce serait vraiment pas de faire quelque chose d'harmonieux sur l'ensemble des projets, mais vraiment de faire ce lien entre les habitants, la collectivité locale que nous sommes et les entreprises du secteur marchand classique. Donc bon, l'équilibre, il n'est pas encore là. On sait bien que voilà, c'est pas encore gagné. Mais je pense que ce principe-là, c'est une vraie force pour nos territoires. On a aussi un second exemple. Alors Aubervilliers, on est une des villes les plus pauvres de France. Des fois, ça jongle entre la dernière ou l'avant-dernière. Donc voilà, on a des budgets qui sont vraiment très, très, très contraints, des besoins sociaux énormes. Mais on a des richesses et ces richesses, par exemple, c'est un centre aéré qui se trouve à Pisco dans le 95, qu'on a depuis plus de 50 ans. On avait 2 terrains qu'on prêtait à un agriculteur depuis toujours. Et on a monté le projet de faire un maraîchage solidaire. Et donc c'est un projet qu'on monte pareil, on n'est pas tout seul parce qu'on ne sait pas tout faire, on est bien dans la complémentarité. On s'est associé avec une structure d'économie sociale et solidaire qui a quand même du bagage sur l'île Saint-Denis notamment. Et on est en train de monter un projet de maraîchage en formant aussi des jeunes du territoire pour cultiver des fruits, des légumes, mais aussi des fleurs, parce que les fleurs, ça a une forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'en termes aussi de métier, c'est valorisant. On est aussi sur des territoires à Aubervilliers, sur le marché, il y a peu de fleuristes. Donc, on a fait converger tout ça. Et donc, c'est un projet qui va démarrer là. On a donc deux énormes champs à cultiver. Et ça va nous servir d'une part pour commencer à faire des paniers pour les habitants d'Aubervilliers. Mais on est aussi en train de préparer une installation sur le marché des fleurs qui seraient cultivées sur cet espace-là, et puis bien évidemment des fruits et légumes. Donc voilà, ce sont ce genre de projets qu'on développe et qui vraiment ont du sens pour, d'une part, les habitants, d'une part, les collectivités locales que nous sommes, pour les acteurs aussi de l'économie sociale et solidaire qui, pour certains, sont quand même bien solides. Et je pense que là, il faut s'appuyer sur leurs compétences. Et puis, avec le secteur privé qui n'est pas là sur nos territoires que pour faire de l'argent, nous considérons qu'ils ont aussi à être concernés par le territoire sur lequel ils travaillent. Voilà. Oui, merci. Alors, je vais reprendre dans le droit fil de ce que disaient Éric et Sophie à l'instant. Alors, du point de vue d'un des acteurs, alors sur le territoire du 9-3 plus globalement, mais d'un des acteurs d'économie sociale et solidaire que je suis, modestement, en disant qu'on est quand même dans une période assez paradoxale. Je le dis pour pas qu'on y passe toute la matinée, mais quand même où on nous a dit en 2017, et en particulier le gouvernement actuel, que l'ESS était un enjeu déterminant, qu'on allait beaucoup en causer. Il y a même un secrétaire d'État, enfin un commissaire à l'ESS, plus exactement, et qu'il y a beaucoup de communication, ça ne vous étonnera pas parce qu'il y en a sur beaucoup de sujets, autour de ces questions-là. Et en fait, première mesure qu'on se prend pour les associations publiques, c'est l'abaissement, voire la liquidation. Ils ont reculé comme sur beaucoup d'autres choses, puis ils réavanceront, des contrats aidés. Et donc, dans les régies de quartier en particulier, qui était un des petits moyens. Il y a pour des gens, je pense à des associations dans les quartiers populaires de Saint-Denis, des associations de quartier, pour lesquelles c'était mortifère. C'est aussi pour ça que le gouvernement a reculé
provisoirement sur ces questions-là, mais quand même, pour dire on est dans une situation difficile et où, y compris toute la question du subventionnement à l'activité et pas uniquement à du projet qui va durer 3 jours ou 3 ans, est quand même en recul très net. C'est-à-dire que la notion même qu'évoquait tout à l'heure Eric, qu'on peut développer sous forme d'intérêt général, d'utilité sociale et écologique, est un petit peu remise en cause, puisque si on n'est pas sur un projet daté du 1er juillet au 30 août de n'importe quelle année, ça n'existe pas. C'est-à-dire faire fonctionner nos structures, c'est quelque chose qui est oublié, qu'il faut des gens qui s'engagent, etc. Donc on est quand même dans une situation paradoxale qui donne quand même comme enjeu, là pour le coup, au-delà du fait que ça fait quand même de nombreuses années que les acteurs, les associations et les coopératives sont alliés aux collectivités territoriales, on est dans une période où l'alliance est une question de survie pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que les subventions et la répartition des impôts en direction des collectivités territoriales, vous le savez, est en baisse et ça a une implication à tous les niveaux sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que là, pour le coup, la survie des uns et des autres sur les territoires passe par des alliances. Et ces alliances, elles sont sur des projets, elles sont aussi sur des nouveautés, sur des réflexions qui font que, par exemple, dans le jargon de l'économie sociale et solidaire, on parle beaucoup de la gouvernance. C'est-à-dire, grosso modo, qui décide dans les structures. Et là, on a quand même une réflexion qui avance de manière assez importante. Et je donnerai plusieurs exemples. C'est que depuis longtemps quand même, les élus locaux sont partie prenante de la vie associative. Ça ne tombe pas du ciel, ça ne fait pas 15 jours. On a eu tout un débat dans le mouvement associatif sur le fait que les élus ne sont plus dans l'exécutif président des structures associatives. Ça a été un débat qui a duré quand même pas mal d'années, de façon à ce que l'indépendance justement des décisions prises soit le fait des acteurs locaux associatifs et non pas des élus. Et parfois, on est les uns et les autres, on se succède aux différents trucs. Donc, il faut être assez clair par rapport à ces questions-là. Et dans cette idée-là, justement, les projets communs sont quelque chose de déterminant. Et puis, il y a un exemple, pour le coup, j'y suis impliqué, mais là, ce n'est pas en tant que régie de quartier, mais on est dans une réflexion où cette idée de gouvernance et de décision en commun est importante, parce que dans l'économie sociale et solidaire, dans les piliers, il y a le développement de l'économie locale, le développement de l'économie en général et d'intérêt général, si possible. À mon avis, je le dirai au passage, l'économie en général devrait être d'intérêt général. C'est le projet même d'une transformation de la société, c'est que ça réponde systématiquement, innovateur ou non, à des besoins et non pas à générer des profits. C'est le principe de l'économie de transformation. Et donc l'économie sociale et solidaire doit être porteuse de ces éléments-là. Et ce qui se développe pas mal dans les territoires aussi, c'est non seulement des associations comme les associations d'insertion, comme les régies de quartier, mais qui sont aussi une nouveauté de ce point de vue-là dans l'Alliance, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ce qu'on appelle les SIC. Et j'en parle pourquoi ? C'est modeste, hein, il y en a quelques centaines encore en France, mais ça se développe à une assez grande vitesse. C'est assez compliqué parce que ça nécessite que les décisions soient prises par toutes les parties prenantes. Les membres de l'association, les bénéficiaires, les usagers, les élus de la commune, etc. Et que la manière de décider, elle est mise en œuvre dans les fameux statuts. Je ne vais pas revenir sur les statuts. Et là, sans détailler, il y a pour moi un enjeu fort dans ces débats-là, puisque la démocratie, pour moi, c'est central dans la question de l'économie sociale et solidaire et du rapport avec les alliances. C'est qui décide et comment. Et il y a un enjeu fort sur comment on articule tout ça, dans la mesure où ça relève du service public d'intérêt général dont on peut rêver pour l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que dans le service public, tel qu'il s'est en quelque sorte dégradé non seulement financièrement, mais dans son fonctionnement, que je dirais bureaucratique, les usagers ont de moins en moins leur mot à dire, voire pas leur mot à dire, et les salariés, c'est pareil. Or, ce qu'on essaye de reconstruire dans l'économie sociale et solidaire, c'est que tous ceux qui sont intéressés par ce qui est produit aient leur mot à dire. Et il faut le penser, aujourd'hui, si on veut
redéployer par exemple des services publics sur la question des transports. Il y a tout un débat actuellement dans les transports territoriaux, sur la gratuité des transports. Vous avez sans doute entendu parler de l'expérience quand même très innovatrice d'Aubagne, évidemment, qui est calculée avec le changement de majorité, des transports gratuits. Mais ce qui est important, à mon avis, aujourd'hui à réfléchir, c'est non seulement quels moyens on se donne, mais comment on décide ensemble des politiques, des orientations de chacune des structures. Et que si on veut des services d'intérêt général, qu'on les appelle services publics ou qu'on les appelle économie sociale et solidaire, à mon avis, aujourd'hui, peu importe, hein, dans la mesure où l'ensemble des parties prenantes prennent les décisions ensemble. Et ça, c'est, à mon avis, aujourd'hui déterminant si l'on veut que, et dans les structures, et dans les entre nos structures, on soit dans une logique, et je conclurai là-dessus pour l'instant, dans une logique de coopération. Parce que ce qui est quand même problématique dans la dérive du développement, on est à fond dedans, dans les appels à projets au sens large. Hein, bah oui, c'est que en tant que militant associatif et responsable d'association, j'ai pas le choix, je fonce dedans, on y passe des heures et des milliers d'heures à répondre aux appels à projets. Mais par rapport à la logique dans laquelle on est dans la compétition entre confrères et consoeurs en permanence. On est dans la concurrence. Et quand une association se crée à côté, on se dit, mais il va me bouffer mon appel à projet, il va me bouffer mon marché. Travaillons ensemble, c'est déterminant. C'est très important qu'on soit, si on est dans une logique de transformation, on doit être entre nous, acteurs qui se disent solidaires, sociaux et solidaires, dans une logique de coopération. Et s'il y a des contradictions entre nous, on en parle et on essaye de faire ensemble, de partager s'il le faut les marchés, mais pas de se les bouffer en se disant on est concurrents et on va se foutre sur la gueule. Parce qu'en plus, on risque, à quelques exceptions près, je ne le citerai pas, mais vous pouvez penser à des grands groupes. Il y a un grand groupe qui se réclame de l'économie sociale et solidaire, qui regroupe beaucoup d'associations aujourd'hui, et qui essaye et qui réussit à rafler une énorme partie des marchés, y compris des marchés sociaux. Je pense, je vais le citer parce que là on est entre amis, je pense au groupe SOS, qui rafle des marchés, et dans une logique de compétition absolue. Si on est entre nous dans la compétition et la concurrence en permanence, on n'y arrivera pas, parce que les acteurs du système capitaliste et les acteurs de l'économie capitaliste sont quand même un peu plus forts que nous sur ces questions-là. Donc c'est le rapport de force, il sera par l'unité, la coopération entre nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire et acteurs des collectivités territoriales. Merci beaucoup à tous les trois. On va peut-être tout de suite passer à des interventions dans la salle. Voilà, je vais même faire le porteur de valise. Bonjour, je viens du nord des Bouches-du-Rhône, une zone rurale qui est située autour de Château-Renard, Saint-Rémy-de-Provence, etc. Nous avons monté un PTCE il y a quelques années, lequel PTCE végète pas mal, parce que contrairement à Aubervilliers, Saint-Denis, etc., nous n'avons dans le coin que des élus de droite. Alors, j'ai deux questions. Comment faire de l'ESS dans un territoire réac? Et deuxièmement, est-ce que l'ESS n'est destiné à se développer que dans les territoires de gauche, entre guillemets, ce qui réduit quand même pas mal, à l'heure actuelle, malheureusement, le champ d'intervention de l'ESS? Bonjour, Philippe Mingot. Moi, j'ai de la chance, je suis dans un territoire authentiquement à gauche, dans le Val-de-Marne. Donc moi, je suis, c'est pas à ce titre-là que je m'exprime, je suis chargé de projet ESS et agriculture, responsable, c'est le nom, depuis quelques mois. Et j'ai auparavant monté une structure d'agriculture urbaine et d'éducation populaire que j'ai dirigée pendant 10 ans. Et je suis très attentif aux questions théoriques aussi, de critères de gestion. Alors, juste une remarque, il y a quelque chose qui me dérange, même si je suis pour une alliance entre les territoires, l'économie et l'économie locale. Je pense que l'ESS, ça peut aussi avoir vocation
à gérer des très grandes entreprises. Faut pas l'oublier, quoi. Voilà. Même si on n'a pas cette tradition très très forte, mais ça existe dans d'autres pays. Après, moi, la question que je me pose par rapport à la coopération avec les entreprises capitalistes, parce que moi, je suis un citoyen qui veut sortir du capitalisme, mais en même temps, il y a le principe de réalité, et quand on est élu ou quand on est dirigeant d'une structure de SS, on est amené effectivement à travailler sur un certain nombre de sujets avec des entreprises capitalistes. Je crois qu'il faut travailler aussi sur les normes d'échange, parce que moi, quand j'ai travaillé dans l'agriculture, en circuit court, on était en AMAP. Au bout de quelques années, même si j'avais un niveau d'efficacité productive sur le maraîchage un peu inférieur aux normes, j'arrivais à sortir 8 € de l'heure comme salaire en circuit court. Donc ça ne permet pas de payer les gens au SMIC. Et j'arrivais à avoir plus que le SMIC parce que, par exemple, les prestations de services, c'était certaines, j'arrivais à les facturer 50 € de l'heure. Donc ça faisait une prestation interne. Mais finalement, il y a des gens qui faisaient un travail de 8 € qui avaient la même qualification que des gens qui faisaient un travail de 50 €. Donc quand on est amené à travailler en échange économique, il faut poser cette question là de prix, de rapports de prix qui sont inéquitables d'un secteur à l'autre. Et il faut faire attention à ça avec des secteurs capitalistes pour ne pas se faire imposer des prix trop bas ou trop haut. Ça dépend si on est fournisseur ou client. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler cette question des prix, parce qu'il y a certains secteurs où il y a des prix qui en arrivent qui sont plus forts et d'autres moins forts. Bon, voilà. Dans la filière bois, par exemple, je serais intéressé pour savoir comment on répartit la valeur ajoutée au sein de la filière avec le parquet, etc. Oui, bonjour. Je crois que ce que vous avez évoqué sur SOS, moi j'irais beaucoup plus loin. C'est quand même, SOS, c'est une machine de guerre, en fait, pour récupérer beaucoup de choses, quoi. Il faut penser, il faut imaginer que c'est organisé sur un plan politique. C'est une grosse machine, d'ailleurs ça marche bien à l'intérieur au niveau de l'efficacité. Celui qui s'en occupe, c'est pas celui qui est arrivé au départ, mais c'est une véritable machine de guerre. Alors peut-être que je crois qu'il faut réfléchir à la façon dont on se comporte par rapport à cet entrisme, ces machines de guerre. Et ce que tu as dit sur la prise de décision, je pense que c'est peut-être dans ce secteur-là où effectivement la différence peut réellement se faire. Alors comment déjà le consensus au niveau des grandes décisions, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à mettre en place, mais qui existe par ailleurs et qui est efficace. Et ensuite, une organisation au niveau du fonctionnement de l'écosystème, de tous les systèmes, bon, ça peut être aussi passé par la sociocratie. Donc ce sont des choses qui fonctionnent et sur lesquelles le label, ce que l'on veut être, ce que vous voulez être en tant qu'économie sociale, peut fonctionner. Oui, madame, sur la question des PTCE en territoire hostile, on va dire. Alors déjà, il y a quelques années, 2 ans, avant 2017, des dispositifs d'accompagnement et de financement des PTCE, puisque vous l'avez peut-être vécu, mais il y avait à l'époque une centaine, 150 PTCE développés sur l'ensemble du territoire français. Et il y avait un appel à projet national, financé par l'État, la Caisse des dépôts, qui permettait d'amorcer le principe de développement de coopération territoriale, qui effectivement, comme l'a rappelé François, ne va pas de soi. On est dans une culture dominante basée sur la compétition, la concurrence, les uns contre les autres, et le marché est farci de ces principes-là qui s'imposent. Ça ne vous aura pas échappé en Europe, dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas les principes de la coopération qui dominent. Mais donc sur la logique des PTCE tels qu'on les avait imaginés, puisque ça fait une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus, l'État, à l'époque, en 2014 et dans les années qui ont suivi, a financé l'amorçage de pas tous les PTCE. Malheureusement, les moyens étaient proprement insuffisants. On n'était pas non plus dans une volonté de transformation des modes de production
piloté par le gouvernement précédent. Mais là, on ne l'est plus du tout, parce qu'effectivement, l'État Macron a supprimé ces principes-là. Il n'y a plus d'argent et il n'y a plus de moyens pour amorcer et même cultiver les territoires sur la question de la coopération. Bon, on sait que l'objectif, comme l'a rappelé, je crois que c'est François tout à l'heure, n'est pas tout à fait tourné, du point de vue de l'État, vers le développement de ces modes de production que sont les principes de l'ESS. N'en parlons plus, on y reviendra. Sur la question de comment on fait, bah, c'est tout le problème de ce triangle qu'on évoquait sur la mise en œuvre de relations à développer entre les pouvoirs publics, le marché, qui reste des principes d'échange et de construction collective, et les citoyens qui s'organisent. Et quand les pouvoirs publics ne sont pas au rendez-vous, ce qui est le cas dans une partie des territoires que vous citez, alors il faut renforcer les rapports entre les citoyens entre eux. C'est là que le triangle n'est plus équilatéral et se tourne vers une logique d'engagement collectif. Et ça part de loin parce que malheureusement, comme on le disait, ce n'est pas dans les mœurs dominants aujourd'hui que de se tourner vers l'autre pour être plus fort ensemble. Et que l'union fait la force, c'est quelque chose qui correspond à un slogan qui a beaucoup d'histoire, qui a construit beaucoup de choses, mais qui aujourd'hui mérite d'être réaffirmé. Et ça part d'un principe d'éducation dès le départ, d'un principe de rapport à l'éducation, à la proposition éducative qui doit être tournée non pas sur la réussite basée sur « t'es le meilleur et tu tues l'autre pour être le meilleur et le rester », ça c'est la compétition et la concurrence, « t'es le meilleur parce que tu te tournes vers l'autre pour construire avec lui des réponses qui vont être beaucoup plus fortes ». Voilà l'incantation qu'on peut faire ensemble tous sur ces territoires dits hostiles, c'est par l'éducation qu'on arrivera à transformer les rapports entre les citoyens pour transformer le monde. C'est un mot par rapport à la question de la taille et des alliances. C'est vrai que c'est un enjeu. Alors d'abord, dans l'ESS, et tous ici, on y est confronté, on n'a pas de hiérarchie, de valeur et de gradation entre les petites et les grandes structures, puisqu'on se retrouve les uns et les autres dans des structures où on peut se retrouver à 10 ou d'autres à 50 000. Et on en a des acteurs. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème qu'on a avec d'autres structures qui font autre chose que de l'ESS en se prévalant de l'ESS, c'est que nous avons sans doute aujourd'hui, clairement, entre acteurs des territoires et acteurs de l'ESS, besoin d'alliances. Et entre acteurs internes de l'ESS, de s'allier. On a besoin de nouvelles alliances pour construire un rapport de force qui soit sur les territoires, y compris qui soit régional et qui soit national. Sinon, ça ne marchera pas. C'est un rapport de force politique, pas au sens des élections, mais un rapport de force politique dans la société, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'expérimentation et à la fois de déperdition. Je le vois même sur le territoire dans lequel je milite et dans lequel j'habite directement, à Saint-Denis, pour ne pas citer. Eh bien, il y a une culture institutionnelle, c'est-à-dire dans la ville, de l'éducation populaire. Et donc, moi, je viens de là, donc ça me plaît. Et à la fois, il y a des structures dont ce n'est pas le problème, mais qui ne voient même pas l'intérêt. Et je prends une structure dont je suis assez proche, qui est une structure qui s'est auto-organisée, qui est auto-gérée et qui est d'inspiration très fortement libertaire, affirmée. Coopérative alimentaire de Saint-Denis. C'est des gens de la FA, donc c'est des vrais anards, quoi, c'est pas du bidon. Et l'ESS, ils s'en foutent. Je dis, alors parlons pas de l'ESS, parlons autrement. Mais sur la question essentielle pour nous, eh ben, d'accompagner les gens de ce que l'on appelle, encore, c'est peut-être un peu ringard, je suis d'accord pour prendre un nouveau terme, j'ai pas trouvé l'éducation populaire, eh ben, c'est pas leur problème. Mais ils apportent une nouvelle façon de faire qui doit nous inspirer. Parce que ces coopératives alimentaires sont en fort développement et se situent autrement que les habitudes que nous avions dans les AMAP ou dans les coopératives traditionnelles, souvent en SCOP, puisque eux, ils ont décidé de rester en association. Ils ont décidé que c'était les bénévoles qui avaient la main sur l'ensemble des choses et qu'ils s'auto-organiseraient de manière complètement autogérée. Avec, je prends un exemple concret, avec par ailleurs, jamais d'assemblée générale parce que c'est pas facile à gérer, donc on n'en fait pas. Vous voyez les contradictions qu'on a à gérer tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas simple, mais il y a une dynamique aujourd'hui extrêmement forte. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire,
Et c'est pas gagné. Je le vois pour être aussi investi dans le mouvement des coopératives. Je suis administrateur à la région des SCOP, Île-de-France. Hein, ici, on est beaucoup Île-de-France, je suis désolé. Et que les alliances avec les structures associatives, les alliances avec les structures mutualistes, eh bien, aujourd'hui, chacun est un peu dans son truc. Hein, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut qu'on développe les SCOP, donc on y va, hein, on est investi dedans, mais on ne recherche pas forcément nationalement à s'allier avec les autres structures de manière naturelle, sauf dans les CRES et dans les territoires locaux. Donc là, il y a un enjeu extrêmement fort, c'est de travailler ensemble. Et par exemple, et que la question des statuts est un peu secondaire pour finir. Il y a par exemple des régies de quartier aujourd'hui qui posent le débat très cinglant dans ce mouvement-là, dont je fais partie, le réseau des régies de quartier, en disant ça serait pas mal que les régies se transforment en SIC. Ça serait pas mal, en tout cas qu'on pose la question et qu'on y réfléchisse parce qu'il y a tous les acteurs qu'il faut pour le faire. Ben, voilà, c'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on ouvre le débat et comment on crée des alliances pour tisser un rapport de force général, parce que sinon on est chacun dans notre coin. Donc on ne peut pas se raisonner uniquement sur nos territoires, mais que si on ne s'implante pas sur nos territoires, on n'y arrivera pas. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est comme le mouvement social. Hein. Il y a plein de luttes partout et on n'arrive pas à fédérer. Et ben dans l'économie sociale et solidaire, on a un peu ce problème-là aujourd'hui. Il y a un développement extraordinaire dans les territoires et on a du mal à se fédérer parce que une des raisons, Eric l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'État ne nous aide pas trop à construire un rapport de force national. Mais quand même, il ne faut pas lâcher l'affaire. On a vraiment des alliances à créer pour créer un rapport de force national parce que les expérimentations, j'en vois partout. Vous partez tous en vacances comme moi, j'espère, ici ou là, camper, etc. Et vous voyez qu'il y a encore des campings associatifs, des campings liés au mouvement du ancien SNI, etc. Enfin, de la GCU, etc. Il se passe encore plein de choses, mais on a du mal à se rassembler. Voilà. Donc l'enjeu, il est aussi beaucoup dans le rassemblement. Oui, il y a une question ou une remarque qui a été faite tout à l'heure sur le fait que sur certains secteurs, on voit que l'économie marchande commence à grignoter fortement et sans se cacher. Hein, d'ailleurs, des secteurs d'activité qui, a priori, on va dire, étaient plutôt des secteurs sur lesquels le tissu associatif et les acteurs de l'ESS étaient quand même positionnés fortement depuis longtemps. Sur cette question-là, je pense que vraiment, il ne faut pas qu'on soit naïf. Quand je dis ça, ça veut dire aussi qu'on a un devoir, que ce soit les élus, les citoyens, les acteurs associatifs ou autres, on a un devoir de s'acculturer et d'avoir une démarche d'éducation populaire sur ces questions-là. En gros, de se former et d'avoir les armes et les arguments pour bien comprendre ce qui est en train de se passer autour de l'entrepreneuriat social, le social business et autres, où effectivement la tentation pourrait être grande, pour un élu local par exemple, de rencontrer quelqu'un qui lui dit moi, j'ai une société qui propose de l'activité de loisirs pour les mômes, des places en crèche ou autre. Et alors moi c'est super parce que j'ai un intérêt, une utilité sociale, je réponds à un besoin local du territoire, mais en plus je ne vais jamais vous demander d'argent. Donc franchement, vous avez intérêt à me faire confiance. Sauf que si on ne le regarde pas vraiment en profondeur et si on n'a pas un peu la vision de tout ce qui est en train de bouger sur ces questions-là, je pense qu'on met de côté tout ce pourquoi, il me semble, on défend et on porte la question de l'intérêt général, de l'égalité d'accès aux services publics dans le meilleur sens du terme, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la petite enfance, que ce soit l'emploi. Ce pan-là, si on l'abandonne et si on se laisse effectivement porter par cette nouvelle forme d'économie, je pense que là, on peut vraiment perdre ce lien au territoire, aux habitants, et on se retrouve aussi, c'est déjà arrivé, avec finalement ce genre de structure ou de service qui en fait ne répond qu'à
aux besoins d'une certaine population, de certains habitants. Donc je crois que la question de l'égalité, du service public, le fait de revendiquer aussi le soutien du service public sur ces secteurs-là, je pense que c'est fondamental pour qu'on puisse y développer ce réseau d'économie sociale et solidaire, comme tu le disais, qui malheureusement a eu du mal à se consolider et à se fédérer, au détriment du coup de ces nouveaux acteurs qui arrivent, et à la rigueur on pourrait dire ils ont raison de le faire, de toute façon la place est là, donc allons-y. Mais soyons vraiment vigilants, il ne faut pas tergiverser, je pense, sur les valeurs que nous défendons. Alors sur certains territoires, j'entends bien que c'est vraiment très, très compliqué. Il faut être exigeant sur ces questions d'égalité d'accès, sur ces questions d'égalité des territoires. Faut pas vendre notre âme au diable, il faut vraiment qu'on reste ancré, accroché à nos valeurs, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait le sens de l'action sur un territoire. Et de revendiquer le soutien de la puissance publique, moi ça me semble un minimum, et une revendication légitime pour faire en sorte qu'on puisse construire effectivement un avenir juste et égalitaire pour tous. Alors peut-être deux, trois compléments dans la droite ligne de ce qui a été dit. Je ne vais pas revenir sur le débat d'hier, mais je fais partie de ceux qui pensent que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est à la croisée des chemins. La loi de 2014 a sécurisé le secteur et c'est compliqué aujourd'hui pour une collectivité d'exclure une partie de ceux qui se réclament de l'ESS de la représentation publique. Et je pense qu'on a besoin d'être à la fois très, très clair et de travailler très fortement sur la façon dont les valeurs que l'on affiche prennent corps, s'ancrent et dans les structures et dans les territoires. Croire qu'au-delà du groupe SOS, la question du travail, du cadre d'emploi est forcément très bien dans toutes les structures de l'ESS serait quand même assez exagéré. On a un certain nombre de structures où le cadre social est quand même, en interne en tout cas, assez dégradé. Et y compris la dégradation en interne, ce que disait Philippe sur les salaires par exemple, et la condition de faire du social à l'externe. Bon, donc voilà. Ce qui nous renforce dans l'idée que nous avons nécessité de travailler sur la question du modèle économique. À la fois pour ancrer de façon la plus indéracinable possible dans les territoires à chaque fois qu'on peut le faire, et en même temps pour nous prémunir d'une façon autonome à la fois du recours à la subvention et du recours à les miettes du marché. Voilà. On travaille sur pleine commune sur des modèles économiques, on fera le bilan dans 2, 3, 4 ans maintenant. Modèle en gros dans la philosophie pourrait être chacun cultive son cœur de métier et on voit comment une structure coopérative elle peut s'occuper de tout ce qui n'est pas le cœur de métier. La com, les fourgonnettes, la comptabilité, etc., etc. Pour l'instant, le bilan est plutôt positif, comme auraient dit certains il y a 30 ans, mais c'est un vrai enjeu. C'est y compris un vrai enjeu de développement de l'ESS sur ses compétences et ses qualités au-delà même de ce qui fait le socle initial. Un deuxième aspect, deuxième illustration, c'est la façon dont sur pleine commune depuis 15 ans maintenant a été travaillée la question de la petite enfance à travers un PTCE qui n'est pas labellisé, mais qui prend toute la filière depuis la formation jusqu'à l'accès au métier dans les crèches et les maisons du petit enfant. Ben, aujourd'hui, même s'il y avait changement de majorité politique au sein de pleine commune, il n'empêche que le renseignement de ce PTCE est tel qu'en finir avec cette filière mettrait en difficulté des milliers de places en crèche et en maison du petit enfant. Bon. Je remarque aussi que le conseil régional, Eric l'a dit, est passé à droite, que la loi NOTRe aujourd'hui donne le poste de chef de file de tout ce qui est développement économique à la région. Et pleine commune a un appel à projet de l'ESS qui est cette année dédié à hauteur de 90 000 €, ce qui est quand même pas, par les temps qui courent, une petite broutille.
eh bien, il a fallu qu'on négocie avec Pécresse pour pouvoir avoir le droit de lancer l'appel à projet, pour mettre dedans des choses qui... Innovation sociale, moi, bon, vous savez, c'est comme le vin coupé à l'eau plate, hein, bon. Et puis en même temps, de ne pas aller trop loin dans certains éléments de règlement que nous avons dans cet appel à projet. Le débat a été rude, mais nous avons eu la lettre d'autorisation de Pécresse pour relancer cet appel à projet et le doter budgétairement de 90 000 €. Donc il y a bien aussi, c'est pour ça que je répondais sur la question de la droite, c'est aussi la question dont la société civile et l'attelage société civile institution peut créer un rapport de force qui oblige aussi à un certain nombre d'évolutions. Et je sais que, par exemple, dans le Gard, etc., un certain nombre de changements politiques n'ont pas pu foutre en l'air les structures de l'ESS qui existaient, y compris sur Draguignan, parce que la façon dont elles s'étaient, y compris des fois mis en situation de monopole, ne permettait pas cette affaire-là. Et puis je conclurai sur un truc, mais il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait en parler. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait qu'on sache créer. Il y avait un très bel hommage à Ralit hier après-midi et cette question de la création est revenue. Et cette nuit, je me disais qu'il y avait quelque chose qu'il faut qu'on prenne là-dedans. C'est-à-dire que le quartier Pleyel, par exemple, demain va accueillir 2 gares, une gare TGV et une gare avec les lignes 14, 15, 16 du métro du Grand Paris. C'est un quartier qui va être entièrement refait pour une part avec le village des JO. On travaille aujourd'hui à avoir sur ce quartier une coopérative, on va dire de médiation et d'ingénierie de l'espace public. Si on y arrive, avec les 4, 5, 6 structures ESS qui sont partie prenante, je mets ma main à couper que quel que soit le résultat des élections de 2020, quel que soit le résultat des régionales ensuite, on ne pourra pas revenir sur cette coopérative vu le rôle qu'elle aura pu prendre, l'enracinement qu'elle aura pu prendre dans ce quartier, qui aujourd'hui est un quartier de 10-11 000 habitantes et habitants, et qui fera à peu près le double à l'horizon 2021-2024. Voilà. Voilà quelques exemples, mais je pense qu'il y a peut-être dans la salle quelques réactions et témoignages qui pourraient être utiles. Il vous reste 2 minutes 30. Alors, pas d'autres questions? Vous savez, on vous a scotché là, étouffé. Ce sera une petite dernière pour la route avant l'apéro. D'accord, pour l'apéro. Non, mais c'est pour répondre à... Effectivement, il y a une question de fond sur l'ESS, sur... c'est pas une histoire de remettre en cause l'historique de l'ESS, mais tu parlais de la coopérative alimentaire FA. Il faut s'interroger aussi, je pense, quand on est dans l'ESS, et pourquoi ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont changé totalement, non seulement les modes de décision, mais l'appropriation. Alors je pense que ce serait vraiment intéressant, pas de mettre l'un contre l'autre, mais de concevoir qu'effectivement, quand on est FA, quand on organise une coopérative alimentaire de ce côté-là, il y a quand même des raisons de s'interroger pourquoi ça marche si bien. Oui, alors, donc je réponds en 1 minute. Si je cite cet exemple, c'est parce que j'y suis engagé et que j'y apprends beaucoup. J'y suis à fond et je suis bousculé par rapport à mes propres certitudes. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je crois encore qu'on avance avec les contradictions, voire même parfois des débats conflictuels. Je crois encore ça. C'est un vieux fond marxoïde, libertaire, donc je trouve que ça peut servir de discuter, de vivre des choses contradictoires. Donc j'y apprends beaucoup dans ces choses-là. Et les expérimentations sont nombreuses. Le tout, c'est que la difficulté, parce que je vais faire une anecdote là-dessus, parce que cet été, j'étais dans les Cévennes et j'ai rencontré une ZAD auto-organisée de transporteurs qui occupent, ils ont racheté, qui occupent un endroit pour vivre et dans leurs camions et dans des cabanes, des transporteurs routiers, quoi. Voilà. Et
ils autogèrent à peu près toute leur vie quotidienne dans une ancienne mine des Cévennes, quand même, il faut le faire, quoi. Et il nous interrogeait, un camarade écolo et moi, il nous avait fait venir dans une discussion sur le fait qu'est-ce que c'est que l'écologie subversive alternative. On dit, oh là, on ne sait plus trop ce que c'est, nous, maintenant, on fait comme on peut. Et l'une des difficultés que nous avons, et que j'ai relancé à ces gens-là, je n'étais pas le seul, hein, c'est de dire, il y a plein de choses qui se font où chacune des structures tient le coup dans son coin, mais que si, vu l'urgence écologique, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, parce que là c'est mal barré quand même, c'est très 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 mal barré, s'il n'y a pas, on fait des choses vertueuses et intéressantes partout, mais si on ne trouve pas le moyen de fédérer, de s'organiser, de construire un rapport de force, on va dans le mur. C'est ça que je veux dire simplement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les débats les plus... Moi, j'aime bien les débats les plus raides possibles, etc. Mais l'enjeu quand même, c'est qu'il faut qu'on construise un rapport de force. Sinon, l'humanité, je ne parle pas de la planète en soi, l'humanité dans la planète disparaît et va dans le mur. Donc, et l'économie sociale et solidaire, qu'on l'appelle comme on veuille, des fois je m'interroge, est-ce qu'il faut garder ce nom-là? On n'a rien trouvé d'autre. Voilà. Donc, est un outil et une pratique qui permet de faire bouger les choses. Mais pensons qu'il faut qu'on se... Comme dans le reste, comme dans le mouvement social, hein, il faut qu'on se rassemble, qu'on s'écoute plus et qu'on construise un rapport de force parce que sinon on va dans le mur. C'est ça que je voulais dire en fait. Mais les expériences, moi, me ravissent toujours, même quand elles me troublent. Voilà. Oui, juste... Tout à l'heure, je suis très court. Patrick a parlé de difficultés sociales au sein des structures. Hein. On parlait d'auto-exploitation à un moment donné, etc. Je crois effectivement qu'il y a des structures qui sont, pour moi, un peu des faux-nés de l'économie sociale, qui sont dans le social business, etc., qui ont été... La loi Hamon était un peu ambivalente. D'un côté, elle a sécurisé, mais dans l'autre côté, elle a fait rentrer ce type de structure. Et Macron, il y va à fond là-dedans. Donc ça, il ne faut pas qu'il y ait cette confusion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être amené à travailler ponctuellement avec eux, parce que comme avec une entreprise capitaliste, mais il ne faut pas confondre les choses. Alors moi, j'aime bien, je trouve qu'on devrait réfléchir à un modèle socio-économique plutôt que simplement un modèle économique. Parce que si on a des bons chiffres, mais on a des conditions sociales qui ne sont pas bonnes, ça pose problème. Mais c'est difficile à atteindre. Voilà, c'est difficile à atteindre. Mais moi, j'aime bien le modèle socio-économique. Ça permet de... Voilà. Non, je vais peut-être répondre là-dessus à titre de conclusion. Comment dire? Alors, pour ce qui me concerne, je pense que autant c'est absolument impérieux et nécessaire que l'ensemble du mouvement ESS, tous ceux qui se réclament de l'alternative économique, travaillent à des modèles économiques qui sécurisent, qui pérennisent et qui soient le plus près possible de l'autogestion au sens vrai du terme, autant je pense aussi que le modèle social, dans cette sphère-là, est quelque chose qui est à construire. Que ce soit à Scopti, que ce soit chez Jeannette, je pense qu'ils ont eu raison de maintenir un syndicat, CGT en l'occurrence, dedans. Et je pense que les structures ESS ont besoin d'un syndicalisme actif, présent et de terrain. Et c'est l'instant syndicaliste qui parle. Et je trouve regrettable que les trois principales confédérations, la CGT, la CFDT et FO, soient aussi absentes dans leur réflexion par rapport à ça. Parce qu'en étant absentes sur ce qu'est le syndicalisme aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire, ils ne se mettent pas, je pense, en bonne position pour être présents aujourd'hui dans des nouveaux cadres d'emploi, l'auto-entrepreneuriat, l'ubérisation, etc. J'ai participé il y a une vingtaine d'années à la rédaction d'un livre sur réinventer le syndicalisme avec Lydia Brovelli, Gérard Alzard, les dirigeants de l'UGIC à l'époque. Je pense que, et Jean-Christophe Dugout, je pense que nous avions raison et que cette question de la réinvention du syndicalisme, y compris dans le secteur, est nécessaire. Nous avons besoin d'être performants économiquement, nous avons besoin de sortir des prestations et des productions qui tiennent. L'ESS, ce n'est pas de la sous-qualité. Nous avons besoin de compétences. Nous avons aussi besoin d'un dialogue social et d'une contradiction sociale qui nous oblige à être meilleurs, à être exemplaires, autant du point de vue économique que du point de vue social. La question
justement, si je n'en parle pas plus fort, et si nous ne pouvons pas le porter plus fort, c'est que nous ne pourrons pas nous substituer aux organisations syndicales pour porter cette pratique, cette expérimentation et, pire encore, cette théorisation. On ne peut pas, nous, inventer un corpus de revendications syndicales à la place des syndicats qui doivent le faire. À charge pour nous de les booster, de les interpeller et de faire en sorte que, aussi sur cette question-là, les choses elles puissent avancer. Voilà. Merci en tout ça et bon apéro à tout le monde.